Super, donc 2 signes que je te ferai peut-être. Ça veut dire tu parles dans le micro. D'accord. Et ça veut dire Tu parles trop vite. tu parles trop vite. Tu parles trop vite, C'est Justine. Tu là-haut, là. parles toujours trop vite, Justine. Je sais. De toute façon, j'ai déjà lancé l'enregistrement. Ah oui, d'accord, ok. Ça va, j'ai rien dit de compromettant que tu pourras réutiliser contre moi. Not yet. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 5 ans, elle inaugurait ce podcast sans vraiment savoir où est-ce qu'elle mettait les pieds. Elle était l'invitée du tout premier épisode pour son Master 2 sur la reine Gerberge. Et en fait, depuis 2017, elle n'a pas vraiment arrêté ni d'apparaître dans le podcast, ni la recherche. Donc, pour fêter les 5 ans de Passion médiéviste, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Justine Audebrand. Bonjour Justine. Salut. Justine, voilà, tu as été ma première invitée, donc je me suis dit que pour faire le tour, pour dire pour fêter ça, je ne pouvais pas avoir de meilleure invitée que toi. Je rappelle que quand je t'ai reçue dans l'épisode 1 de Passion médiéviste, donc tu avais fait un mémoire de Master 2 sur Gerberge, tu étais en train de préparer l'agrégation, et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour toi. On va y expliquer, on va parler donc de ta thèse, on va parler de la recherche, de comment tu as évolué en 5 ans, et puis on va parler de tout ça. Donc je suis vraiment contente de te voir. Et voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en mais plus. Oui, là, mais moi aussi, ça me fait très plaisir, même si ça nous rajeunit pas. Oui, mais franchement, moi j'aime bien qu'on vieillisse parce qu'on gagne en expérience, on gagne en confiance en soi, et de toute façon on est de plus en plus belle. Donc, en toute objectivité. Alors voilà, effectivement, tu as fait une thèse sur le sujet. Alors attention, frères et sœurs dans l'Europe du Haut Moyen-Âge, vers 650 vers 1000. Tu l'as soutenue le 13 novembre 2021. Raconte-nous déjà, en tant que chercheuse, comment tu es passée de faire le portrait d'une reine carolingienne à faire une histoire familiale sur 350 ans. En vrai, c'est venu assez facilement, étonnamment. Moi, je pensais qu'un sujet de thèse, c'était un truc qu'on devait réfléchir pendant super longtemps, qu'il fallait aller farfouiller au fin fond de 50 000 manuels et bouquins pour voir ce qui n'avait pas été fait. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est pendant que je travaillais sur Gerberge, j'avais un chapitre entier, et je crois que j'en avais déjà parlé quand j'étais venue il y a fort longtemps. J'avais un chapitre sur les relations de Gerberge à sa famille, et notamment à ses frères, parce que son frère, c'est l'empereur et un archevêque. Othon, voilà, l'empereur Othon. Enfin, il n'était pas encore empereur, mais en tout cas, Othon Ier, et que c'est souvent un petit peu compliqué. Et donc, ma directrice de recherche de master, qui est devenue ma directrice de thèse ensuite, Geneviève Buret-Thierry, m'a dit « Justine, allez voir du côté de l'histoire des frères et sœurs ». Et moi, étant très... j'écoutais les conseils qu'on me donnait, j'ai voulu aller chercher du côté de l'histoire des frères et sœurs, et j'ai trouvé en tout et pour tout à peu près 2 articles. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Je suis allée voir Didier Lett, qui est le spécialiste de l'histoire des frères et sœurs au Moyen-Âge, mais lui, il travaille sur la fin du Moyen-Âge, parce que je suivais son séminaire de master. Du coup, je suis allée voir en disant « Bonjour, j'ai trouvé que ça, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas chercher ou quoi ?» Il m'a dit « Ah ben non, c'est vrai, il n'y a rien. » Enfin, pour le haut Moyen-Âge, du moins, il y a plein de choses pour le bas Moyen-Âge que lui, il a faites, mais pour le début du Moyen-Âge, il y a quasiment rien. Et du coup, je suis retournée voir ma directrice en lui disant « J'ai bien voulu faire ce que vous m'avez dit, mais j'ai pas trouvé parce que ça n'existe pas. » Et je me rappelle avoir glissé vraiment au détour d'une phrase « Ça ferait un bon sujet de thèse. » Voilà. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, en l'occurrence. Et quelques temps plus tard, quand je lui ai parlé de sujet de thèse, elle a dit « Ah, vous vouliez travailler là-dessus ?» Et voilà. Ensuite, on a travaillé un petit peu, on a affiné le cadre chronologique et géographique. Parce qu'au début, je voulais faire un truc un peu classique, 5e, 10e siècle. Et finalement, elle m'a dit que ce serait plus malin de faire quelque chose plutôt 650 000, mais pas uniquement sur le continent, en prenant également en compte l'Angleterre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, à élargir très largement la question. Et qu'est-ce que tu as montré dans ta thèse? Parce que, à part dire que oui, il y avait des frères et sœurs, bon ça on s'en doute, mais qu'est-ce que tu as pu montrer? Parce qu'en plus, tu l'as dit, donc Didier Lett travaillait lui sur la fin du Moyen-Âge, mais parce qu'il y a plein de sources. Là, le haut Moyen-Âge, ça devait être plus difficile aussi en termes de sources.
Je vais défendre ma chapelle. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de source au début du Moyen-Âge, c'est faux. J'ai dit qu'il y en avait moins. Oui, il y en a moins que le bas Moyen-Âge, c'est tout. Oui, il y en a moins. Oui, d'accord, il y en a moins. Voilà. Mais on a quand même des sources, on a beaucoup de sources. Et notamment, ce que j'ai voulu faire, c'est croiser tous les types de sources. Donc à la fois des sources narratives, des vies de saints qui vont raconter des histoires ou raconter l'histoire telle qu'elle s'est produite. Et en même temps des chartes, donc c'est-à-dire des documents qui entérinent des transactions et qui permettent de faire des échanges, ces machins qui donnent un truc à un monastère, etc. J'ai croisé tous ces types de sources et ce que j'ai montré, alors vaste question, je pense que la première chose que j'ai montrée, c'est un manque parce que dans les quelques études qu'il y avait sur les frères et sœurs, alors j'ai dit tout à l'heure que j'avais trouvé que 2 articles, en fait j'ai trouvé d'autres choses depuis en entrant en thèse, mais le thème qui revient souvent, notamment chez les littéraires, c'est la question de la déviance entre les frères et sœurs et du fait qu'il y a 3 types de déviance, l'inceste, les relations sexuelles entre frères et sœurs, le fratricide, donc le meurtre entre frères et sœurs, ou la gémellité, le fait d'avoir des jumeaux et des jumelles qui, dans beaucoup de sociétés anciennes, est perçu comme quelque chose un peu anormal. Soit c'est très miraculeux, on a plein de mythes antiques avec des jumeaux, comme Rémus et Romulus, ou même dans la mythologie grecque. Donc soit c'est plutôt miraculeux, soit c'est un peu monstrueux. Et donc je m'attendais très logiquement à trouver plein de jumeaux, plein de gens qui s'entretuent et plein de gens qui couchent ensemble. Et en fait, non. Et du coup, il a bien fallu expliquer pourquoi. Alors, pour donner un exemple précis, pour les cas d'inceste, j'en ai littéralement aucun. Ah ouais, aucun. Sauf, en fait, il y a une accusation qui est portée contre une femme, elle aurait couché avec son frère, mais c'est une accusation dont on sait qu'elle est politique, parce que son mari voulait divorcer d'elle, et que c'est quelque chose pour la rendre indigne d'être une épouse. Donc c'est vraiment une absence totale. Pour le fratricide, j'en ai une petite dizaine, et quasiment que sur la fin de la période. Et les jumeaux, pareil, une petite dizaine de mentions et sans aucune construction idéologique derrière, sans mise en place d'un mythe ou quoi que ce soit. Donc à un moment, il a fallu expliquer déjà pourquoi ce que d'autres gens voyaient à d'autres périodes, moi je ne l'avais pas dans ma période. Et ce que j'ai pu montrer à partir de ça et de plein d'autres choses, c'est le fait qu'il y a une survalorisation en fait, du lien entre frères et sœurs et que au début du Moyen-Âge, alors c'est encore le cas à d'autres périodes, mais au début du Moyen-Âge, c'est vraiment un modèle social, en fait. C'est l'idée que la relation entre 2 frères, ça doit être la relation qui unit tous les hommes, et notamment tous les chrétiens, puisque tous les chrétiens sont considérés comme frères, et c'est vraiment très important dans le discours de l'Église au début du Moyen-Âge. Et de fait aussi que la relation entre un frère et une sœur, c'est une relation qui est le modèle de relation non sexuelle entre les sexes. Parce qu'il y a différents types de relations, notamment la relation de couple. Mais la relation de couple, a priori, c'est pour faire des enfants dans une vision de l'Église au début du Moyen-Âge. Oui, voilà. Donc, il y a de la sexualité. Et entre frères et sœurs, c'est pas le cas. C'est vraiment un modèle idéal de relation qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, sans péché, sans luxure, sans quoi que ce soit. Il y a vraiment cette survalorisation qui est essentiellement masculine. Parce qu'on n'a pas de mention vraiment du fait que toutes les femmes sont sœurs, par exemple. C'est tous les hommes sont frères, mais les femmes, elles sont un peu moins incluses dans cette fraternité spirituelle. Donc ça, c'est la première chose, le fait que l'absence, je crois, des déviances à cette période souligne en fait la très grande valorisation de ce lien spécifique. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça montre que dans une société, c'est un lien qui est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai montré d'autre ? Parce que ça, c'était un peu le cœur, je crois, de mon propos, parce que le reste, c'était plus des choses attendues que j'ai pu montrer ou prendre position sur des débats historiographiques ou des choses comme ça. Mais voilà, ça, c'était plutôt la surprise. Ensuite, ce que j'ai pu montrer, c'est notamment rentrer dans un débat dans lequel j'avais pas forcément envie d'entrer. C'est la question de l'apparition de ce qu'on appelle la primogéniture, c'est-à-dire le fait pour un fils aîné d'hériter d'une partie du pouvoir paternel ou de tout le pouvoir paternel au détriment de ses petits frères. Dont on a parlé en fait dans un épisode avec Magali Coumer sur la loi salique. Voilà. Enfin, un des textes qui a instauré le fait que ce soit l'homme qui hérite, le premier mâle qui hérite. Alors ça, c'est dans la vision du moins qui est à la fin du Moyen-Âge, Oui. parce que la loi salique du début du Moyen-Âge ne dit pas ça, mais oui, à la fin du Moyen-Âge, il y a ça. Et en fait, c'est un très très gros débat historique, parce que quand on regarde l'époque mérovingienne ou l'époque carolingienne, quand un roi ou un comte meurt, on partage sa succession entre ses fils. C'est ce qu'on a pu montrer dans Superjoute Royale, ce qui montre qu'ils passent leur temps à s'entretuer entre frères. Et à partir du Xe siècle, il y a un changement qu'on peine toujours à expliquer, où on voit qu'il n'y a plus de partage des royaumes et que c'est un des fils, pas toujours vraiment l'aîné des fils bien nés, l'aîné du bon mariage. Parce que parfois il y a des bâtards plus vieux, enfin pas des bâtards, parce que c'est pas vraiment de la bâtardise, mais des frères plus vieux mais dont la mère est moins noble, qui sont un peu rétrogradés. Ou techniquement, ils ont le même statut, mais en fait, comme la mère est moins noble, donc là, c'est vraiment l'influence du rôle de la mère. Oui, c'est ça, enfin de la noblesse statut, ouais. De la mère, voilà. J'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus et de prendre un peu position là-dessus. Ça convainc pas forcément tout le monde, mais
Pour moi, c'est plus une réorganisation des pouvoirs au Xe siècle, une réorganisation du rôle de chacun au sein du groupe qui explique ces changements politiques, ces changements sociaux. Et on voit que, par exemple, les petits frères, ils n'héritent plus du pouvoir paternel, mais ils ont quand même un rôle dans le pouvoir de leur frère aîné, et ils ne sont pas totalement exclus de tout. Il y a plutôt une redéfinition, je pense, des rôles de chacun au sein du groupe, qu'une exclusion des cadets, qui était une vision ancienne. Voilà. Par contre, à la même période, ce qu'on voit, c'est une marginalisation progressive des sœurs, des femmes. Pas en Germanie, parce qu'en Germanie, notamment au nord de la Germanie, en Saxe, c'est un monde particulier où il y a plein de femmes au Xe siècle. C'est le monde d'où vient Gerberge, et voilà, c'est pas pour rien. Mais dans le reste de l'Europe, on voit une progressive marginalisation des sœurs, et notamment lorsqu'elles sont dans les monastères. Parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un vrai rôle des sœurs au monastère. Quand on a une sœur qui est mariée, elle va servir les stratégies de son mari. Quand on a une sœur qu'on met au monastère, elle n'a pas de mari. Enfin, si, elle a un mari, c'est le Christ, mais le Christ a peu de stratégies de pouvoir terrestre au 7e siècle. Et donc, elle va servir les stratégies de pouvoir de sa famille d'origine. Donc, elle a un vrai rôle, et notamment vis-à-vis de son frère, les sœurs abbesses ont un vrai rôle. Et comme à partir du 9e siècle, et encore plus au 10e siècle, à part en Germanie, il y a moins de place des monastères féminins, on a moins ce rôle des sœurs dans le pouvoir de leurs frères. Alors, c'est pas une évolution qui tient à la famille, c'est plutôt une évolution des modes de religiosité, de la place des femmes dans l'Église, mais ça a une incidence sur les relations entre frères et sœurs. Oui, parce que forcément, elles avaient moins d'importance, donc elles étaient un peu moins considérées aussi, peut-être moins mises en valeur dans la relation frère-sœur. Oui, c'est ça, et puis parce que, en fait, elles sont beaucoup plus souvent mariées à partir du 9e, 10e siècle qu'elles n'entrent au monastère, et si elles sont plus souvent mariées, elles vont plus souvent s'occuper de leur mari, ce qui ne veut pas dire qu'elles coupent leurs liens avec leur famille d'origine, il y a toujours des liens qui sont maintenus, elles jouent des rôles d'intermédiaires, voilà. Ça fait déjà 2 gros éléments. Voilà, j'ai voulu vous montrer à la fois cette absence de choses que j'attendais, une évolution générale sur la période, parce que quand on travaille sur 350 ans, tout n'est pas statique, évidemment. Et ensuite, j'ai voulu m'intéresser à d'autres points, mais c'est pas des démonstrations, c'est plutôt préciser des points d'histoire de la famille en prenant l'exemple des frères et sœurs. Donc ça m'a permis de m'intéresser à plein de choses sur la gestion des biens, mais qui avaient déjà été montrées, mais juste en m'intéressant à ça sous un autre angle. Donc ça permettait de le montrer différemment, de confirmer ce que des gens avaient dit. C'est déjà pas mal, je crois. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai montré, ce qui est déjà beaucoup. Il y a sans doute d'autres points de détail, mais c'est moins des grandes thématiques. Donc là, ça c'est pour le fond. Sur la forme, comment est-ce que s'est passée ta thèse ? Parce que donc, tu l'as commencé ta thèse en 2017, tu l'as finie là donc en 2021. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Il paraît. Donc toi, comment en fait ça s'est passé pour ta thèse ? Parce que on peut se dire aussi, donc tu as fait ta thèse en 4 ans. Oui. Ce qui est finalement en fait assez rare. J'ai l'impression qu'en histoire, on est plus sur 5 ans, voire plus. Donc comment tu l'as ressenti ? Il s'est passé plusieurs choses et effectivement, le contexte pandémique de 2020 a joué paradoxalement plutôt en ma faveur. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, alors, au moment où tu m'as interviewé la première fois, j'étais entre mes écrits et mes oraux de l'agrégation, donc c'était pas un moment très fun. Et j'ai eu l'agrégation et dans la foulée, au même moment, à une semaine d'écart, j'ai eu ce qu'on appelle un contrat doctoral, donc c'est-à-dire un contrat qui permet de financer une thèse de doctorat, qui permet de financer la recherche avec, là, j'avais en l'occurrence aussi une charge d'enseignement, mais qui est assez peu importante quand on est en doctorat, c'est 64 heures de cours par an, donc c'est pas énorme. Donc tu étais payée pour faire tes recherches. Voilà, j'étais payée pour faire mes recherches, qui est quand même chouette. Il faut le dire, c'est quand même voilà. Et alors, je me permets de le dire, il y a très peu de gens qui ont des contrats doctoraux. En fait, c'est pas du tout une généralité parmi les doctorants. Il y a beaucoup de doctorants qui en fait doivent travailler en plus un boulot à temps plein ou alors faire encore d'autres choses. Et je dis pas du tout ça pour te dépresser, mais tu as eu vraiment de la chance d'être tombé au bon moment. En fait, il y a aussi ça aussi. En fait. Voilà. Et puis aussi le fait que en fait, des financements, on manque de financement pour les doctorants et qu'en sciences humaines et sociales, notamment, c'est un peu différent dans les sciences dures, il n'y a pas assez de financement pour tous les doctorants. Donc ça, c'est un problème. Et voilà, effectivement, il y a parfois des thèses à 2 vitesses avec des gens qui ont la chance de pouvoir décrocher un financement et des gens qui ne peuvent pas en avoir, mais pour des raisons qui ne sont pas scientifiques. C'est juste qu'on manque d'argent, en fait, pour financer tout le monde. C'est ça le problème. C'est pas, voilà. Oui, il y a de moins en moins de contrats doctoraux qui sont débloqués, quoi. Voilà, il y a de moins en moins de contrats doctoraux et donc du coup, c'est compliqué. Et voilà. Et j'ai eu la chance d'être à l'université Paris 1, où j'avais déjà fait mon master, où il y a encore un peu d'argent pour les doctorants, ce qui est quand même plutôt une exception que la règle, ce qui est bien pour nous, mais ce qui n'est pas normal pour partout. Et donc, j'ai eu ce contrat doctoral qui m'a permis donc, de pas mal avancer mes recherches, parce que quand on est à temps plein sur sa thèse, évidemment, c'est plus facile d'avancer que quand on a un travail à temps plein, plus une thèse à temps plein. Ça, voilà. C'est effectivement une différence de statut qui n'est pas, je pense, normale, mais qui aide à avancer. Donc j'ai eu ça, et effectivement, le printemps 2020 est arrivé, et j'étais en 3e année de thèse, tout a fermé, voilà, bon, c'est pas à peine de réexpliquer, je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et du coup,
le ministère a décidé que peut-être on pouvait donner des prolongations de contrats doctoraux sans aligner d'argent derrière. Donc ça a été beaucoup de déclarations de principe et moins de mise en œuvre, en tout cas, de la chose. Ah oui, en fait, ça n'a pas de sens du coup. Voilà. On prolonge mais sans donner de sous. Enfin, ça va pas. Voilà. Et du coup, c'est les universités qui ont choisi ou non de prolonger. En l'occurrence, dans mon université, c'est tombé à un moment où l'université voulait faire ce genre de choses pour plein de raisons internes, et où des prolongations ont été accordées. Et moi, j'ai demandé une prolongation, et j'ai eu une prolongation d'1 an, en fait, de mon contrat. Notamment parce que c'était que 3 ans à la base. Ouais, officiellement parce que on avait tous souffert de la crise, etc. Et aussi parce que dans les matières où on avait des concours de l'enseignement, c'est très difficile d'obtenir de la part des rectorats une mise en disponibilité pour moins d'1 an, donc on a quasiment tous eu 1 an. Là aussi, c'est un gros privilège parce qu'il y a plein d'universités qui n'ont pas pris ça en compte et qui n'ont pas vraiment accordé de prolongation ou des prolongations de 3 mois, mais que des doctorants ne pouvaient pas prendre parce qu'ils avaient des obligations vis-à-vis des rectorats, etc. Donc là aussi, c'est une succession de choses qui ont fait que j'ai eu un parcours facile, et ça aide aussi à soutenir vite parce que du coup, ma 4e année de thèse, j'étais dans les mêmes conditions qu'un contrat doctoral, c'est-à-dire avec 64 heures de cours, alors que sinon, j'aurais eu un autre contrat avec 3 fois plus d'heures de cours. Donc évidemment, ça aide à finir plus vite et à avoir... Donc c'est une succession de choses qui m'ont été favorables et qui ont favorisé effectivement le fait de pouvoir finir assez rapidement. Il y a aussi une particularité, c'est que tu bosses en fait sur des documents qui sont déjà tous en ligne, oui. Tous édités en fait, parce qu'il y a beaucoup de doctorants qui pendant les confinements n'ont pas pu aller aux archives et là qui ont vraiment pris du retard sur leur thèse à cause de ça, alors que toi en fait tu avais déjà tout sous la main. C'est ça. Et c'est une vraie frustration parfois de se dire je suis médiéviste mais je suis jamais allée aux archives. Voilà, c'est mon secret. Je ne suis jamais allée aux archives. Mais non. Voilà, c'est dit maintenant devant tous tes auditeurs et auditrices, donc c'est plus du tout un secret. Mais c'est vrai que parfois, c'est vraiment une manière de travailler qui ne ressemble pas à celle des médiévistes de la 2e moitié du Moyen-Âge. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bosser sur des manuscrits. Hein. On peut bosser sur des manuscrits. Mais en l'occurrence, moi, dans mon approche, j'ai essayé de compiler quelques manuscrits et tout, mais de toute façon, les manuscrits, ils sont pas visibles parce qu'ils sont trop vieux, voilà. Et comme tu dis, tout est édité et en ligne. Donc effectivement, quand les bibliothèques ont fermé, c'était plus facile pour moi que pour mes camarades qui avaient des séjours d'archives annulés, etc. Donc c'était aussi moins pénalisant que pour d'autres, ce qui a permis aussi d'avancer plus facilement. Donc oui, c'est aussi une spécificité du début du Moyen-Âge de travailler beaucoup sur des sources éditées, même si on en revient. Et alors, dans ta thèse, une des particularités, c'est que tu traites donc de l'histoire des femmes et tu as pris une décision qui peut paraître un peu radicale, mais tu l'as expliqué, tu as décidé de rédiger en écriture inclusive. Alors, pourquoi et comment ça a été reçu par les profs et par ta directrice ? Alors, effectivement, j'ai pris ce choix-là, mais c'est pas, en fait, ça vient après un autre choix qui était celui du vocabulaire pour parler des frères et sœurs. C'est en fait ces deux choix qui vont ensemble, donc je vais peut-être expliquer celui-là avant. Quand on parle des frères et sœurs, on dit fratrie pour dire un groupe de frères et sœurs, donc c'est fondé sur la racine frater qui veut dire le frère. On parle de fraternité, donc c'est aussi un terme masculin, et il y a une vraie masculinisation en fait du langage. Et moi, ce que je voulais faire, c'était parler des frères et des sœurs, de parler de la place de tout le monde. Et ça m'a semblé un petit peu compliqué de parler de fratrie pour dire, par exemple, 4 sœurs et un frère. Ça me paraissait un petit peu compliqué. Et du coup, je me suis appuyée sur plusieurs choses, sur des historiens et historiennes qui avaient déjà utilisé d'autres termes, sur des militants et militantes aussi, notamment dans des milieux LGBT qui utilisent d'autres termes, qui sont des termes fondés sur la racine grecque adelphos, adelphé, c'est la manière dont on dit frère ou sœur en grec, et qui en français donne adelphe. Ce qui donne un terme qui est dégenré et qui correspond un petit peu à l'anglais siblings. Quand on dit en anglais my siblings, c'est mes frères et sœurs. C'est une expression qui veut dire les deux en même temps et qui n'est pas un terme genré. Il y a la même chose en allemand, voilà. Et donc du coup, j'ai pris le parti d'adopter ce vocabulaire qui avait déjà été utilisé par quelques personnes, pas beaucoup, mais c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, mais c'est pas encore très utilisé, disons, mais c'est de plus en plus en vogue. À partir de là, ça m'a paru compliqué, en fait, d'avoir un paragraphe où j'expliquais que j'allais dégenrer le langage, que j'allais utiliser le terme adelphe, que j'allais dire fraternité que pour parler des frères, que j'allais dire fratrie que pour parler d'un groupe de frères, et sorori pour des sœurs, et adelphi, du coup, fondé sur cette même racine pour dire un groupe de frères et sœurs. Ça me paraissait compliqué, juste après, de dire, mais je vais dire il pour parler de 4 sœurs et un frère. Donc j'ai vraiment inscrit cette écriture inclusive dans cette logique de dégenrer le langage. C'est pas quelque chose qui est venu tout ça, ça s'inscrit dans une logique un peu plus large. Et je l'ai tout à fait justifié dans ma thèse à la suite de ça, en disant je peux pas dégenrer le vocabulaire de l'analyse pour être plus précise, pour être plus logique dans mon approche, et en même temps ne pas dégenrer le langage également. Alors évidemment, j'en avais parlé avec ma directrice avant, parce qu'elle n'est pas du tout hostile à ça, mais elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça pour une thèse. Elle m'a dit, voilà, réfléchissez-y,
justifié d'homme, mais pourquoi Ouais, pas. elle t'a pas dit non, Non. elle t'a dit... Est-ce qu'elle aurait pu aussi te dire non dans le sens où ça va être mal reçu? En fait, dans le sens, elle aurait pu te dire non pour te protéger de critiques de la part de l'université. Oui, mais ma directrice est plutôt dans le genre de donner des conseils. Elle ne donne Ah. pas forcément des interdictions, elle donne des conseils et on les suit ou on les suit pas parfois, ça Ouais. arrive. Mais en l'occurrence, elle n'était pas foncièrement hostile, elle m'a pas donné le conseil de ne pas le faire, elle m'a demandé d'y réfléchir et de le justifier, donc ce que j'ai fait. Et ça n'a pas été un problème, et notamment ça m'a permis d'écrire différemment, parce que j'ai choisi, donc il y a plusieurs types d'écriture inclusive, j'ai choisi des points médians, mais pour effectivement ne pas mettre des points médians partout, j'ai aussi trouvé des formules différentes, etc., pour pas en mettre partout, pour que ça reste assez peu visible finalement. Ensuite, comment ça a été reçu? Dans mon jury, il y a un des membres du jury qui était a priori hostile à ça, enfin il l'a dit ouvertement, donc c'est pas un secret, mais qui a dit que justement quand c'était bien utilisé et que c'était justifié et que finalement on tournait les choses suffisamment bien pour que ça fonctionne, ça ne l'avait finalement pas gêné alors qu'au départ il y était hostile. C'est ce qu'il a dit pendant ta soutenance, Il c'est a ça? dit pendant ma soutenance, publiquement. C'est dans le thread qui est sur Twitter aussi. Oui. Ça a été mentionné à ce moment-là, sur ma soutenance de thèse. Donc voilà, a priori, je pense que c'est comme tous les choix scientifiques. Lorsqu'ils sont justifiés, on peut les critiquer, on peut prendre parti contre ça. Mais à partir du moment où ils sont justifiés, ils sont inclus dans une démarche scientifique, c'est un débat qui est scientifique et qui... voilà. J'ai évidemment forcé sur l'aspect scientifique de la chose dans ma justification. Je justifierais pas l'écriture inclusive de la même manière dans d'autres types de contextes. Mais là, ça me semblait utile pour que ce soit accepté, et de fait ça a fonctionné et ça n'a pas été un problème. Donc voilà. Alors justement, ta soutenance, donc on a dit effectivement, en fait sur le compte Twitter de Passion Médiéviste, Ilan, qui travaille avec moi sur le podcast, avait fait donc ce qu'on appelle un thread. En gros, il avait fait un peu un live tweet, comme s'il commentait ta soutenance en temps réel avec des tweets. Et donc ça fait qu'on a pu suivre sur Twitter en direct ta soutenance pour ceux qui n'étaient pas là. Mais raconte-nous, toi, comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors c'est très bizarre parce que c'est vraiment c'est une journée très particulière. J'étais étonnamment pas trop stressée le jour d'avant, alors que je suis une personne extrêmement stressée. Mais j'ai commencé à stresser que 2 jours avant, ce qui est franchement honnête. Parce que le manuscrit est rendu légalement 2 mois avant. Il est envoyé à 2 personnes qui vont faire ce qu'on appelle des pré-rapports et qui vont autoriser ou non la soutenance. Donc, c'est des gens qui ont une espèce de prélecture de la thèse, qui font un premier compte-rendu et qui disent oui, c'est suffisamment bien pour être soutenu ou pas. En tout cas, il y a cette première étape qui est un peu stressante. Et c'est une vraie étape, c'est pas juste un protocole. On peut vraiment se faire retoquer en mode non, là, il faut encore plus de travail. Donc, ouais. Ok. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive en tout cas, et c'est vraiment le rôle des pré-rapports. Les pré-rapports peuvent interdire la soutenance. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, donc, il reste 1 mois où le reste du jury a accès également à la thèse et où il faut préparer un petit discours. Donc, la tension monte un petit peu, mais voilà, j'avais plein de cours, j'avais plein de choses à faire, donc j'étais trop occupée pour être stressée. Et j'ai commencé à stresser un petit peu avant, et je me suis rendu compte que je stressais autant pour la soutenance que pour le buffet. Comment ça, le buffet? Parce que c'est super compliqué. Alors, c'est tombé en novembre, donc c'était le moment entre 2 interdictions, on avait le droit de rien faire. Il y a eu une espèce d'ouverture pendant 1 mois où on avait le droit de faire des buffets à la fac. En 2021, novembre 2021. Ouais, en novembre 2021. Parce qu'en fait, il faut organiser un buffet, il faut ramener des trucs. J'avais pas assez de moyens pour m'offrir un traiteur dans le 5e arrondissement de Paris, très clairement pas. Et du coup, il fallait aller faire des courses avant la soutenance, s'occuper de ça, et j'avais prévu de le faire, et j'ai délégué à ma mère et à un ami en disant non, c'est plus possible. Là. Voilà. Et à gérer, moi, juste. Ça fait déjà beaucoup de charge mentale entre préparer ta soutenance et ça. Oui, t'as bien fait de déléguer. C'est ça. Et je me suis dit qu'à partir du moment où la veille au soir, je stressais plus pour le pot que pour ma soutenance en tant que telle, c'est qu'il y avait un problème et qu'il allait falloir faire des choix et que le choix était très clairement fait. C'est aussi des choses qu'on ne dit pas forcément, et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, c'est ce côté stress pré-soutenance, et après, il y a une espèce d'enthousiasme. En vrai, ça fait très bizarre de dire ça, mais c'est pas un si mauvais moment, c'est plutôt un bon moment parce que c'est l'aboutissement en fait de 4 ans et parfois plus de recherche, où il y a des gens qui vont discuter avec nous de ce qu'on a fait. Donc c'est intéressant aussi comme exercice. Il y a des personnes qui... Enfin, alors, il y a pas longtemps sur Twitter, j'ai vu des gens qui pouvaient mal le vivre. Pour des personnes peut-être qui ont une thèse compliquée, dans des conditions compliquées. Là, toi, tout se passait bien. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de privilèges le long de ma thèse, donc c'était relativement plus facile. Et j'avais un jury aussi avec des gens, certains que je connaissais, donc notamment Didiette, qui était le président de mon jury, dont j'ai parlé tout à l'heure, que je connais depuis le master, et d'autres personnes que je connaissais un petit peu, donc c'est pas non plus le même rapport que quand on fait venir des gens qui sont très lointains ou qu'on connaît pas forcément. Et en plus, je savais que c'était globalement des gens sympas. Non, mais en vrai, c'est important aussi de savoir
dans son comité de suivi et dans sa direction de thèse et dans son jury si on va avoir des gens sympas ou des gens pas sympas. Le jury de thèse, c'est toi qui l'as choisi. Ça se passe comment pour le choix du jury ? Alors, comme souvent à la fac, il y a la théorie et la pratique. C'était en concertation avec ma directrice. On a discuté. En fait, on était d'accord sur à peu près la totalité du jury. Il y a juste un membre où on a un petit peu discuté en se disant est-ce qu'il faudrait mieux cette personne ou cette personne. Mais globalement, voilà, on a pris un rendez-vous. On a dit déjà combien de personnes, parce qu'il y a un nombre minimal, un nombre maximal, mais il y a des marges entre les deux. Quel rôle pour chacun, parce qu'il y a les gens qui font des pré-rapports, il y a la personne qui préside, donc c'est des questions de préséance aussi. Globalement, on était assez d'accord sur la composition du jury, donc ça n'a pas été un problème. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des choix imposés. Il y a des choix imposés, etc. En l'occurrence, c'était pas le cas. Donc on n'arrive aussi pas à la soutenance de la même manière quand on a en partie choisi les gens avec qui on va discuter de ça. Donc là, ils étaient combien en tout ? Ils étaient 6. Ouais, donc ça fait quand même ça fait du monde. Oui, ça fait un bon jury, quoi. Ouais, donc 6 personnes, le minimum c'est 4. Et le maximum, je crois que c'est 8. Donc ouais, c'était dans la moyenne en tout cas. D'accord. Tu savais que les gens en face étaient plutôt bienveillants, plutôt sympathiques. Et donc le jour même, ça se passe comment ? Comment tu l'as senti ? Alors c'est très étrange parce que je pense que je ne l'ai pas raconté de la même manière 2 jours après ou là 6 mois plus tard, à peu près. Parce que ça passe très vite en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me l'avaient dit et j'étais là, oui, enfin... J'avais déjà assisté à des soutenances de thèse. Une soutenance de thèse, ça dure 4 heures, 5 heures. Enfin, c'est extrêmement long. Oui. Jamais ça peut passer très vite. Et en fait, si, ça passe très vite. Parce que t'étais à fond dedans. Oui, c'est ça, en fait. Parce que t'es à fond dedans, t'es hyper concentré. Parce que le jury fait à la fois des remarques, mais aussi des questions. Donc, il faut que tu notes les questions. Il faut que tu réfléchisses en même temps à qu'est-ce que tu vas répondre à ce jury qui va marquer ensuite dans le rapport de soutenance si t'as bien répondu ou pas et s'il a été convaincu par les réponses aux critiques. C'est aussi des critiques sur ton travail. Donc, il faut que t'aies ton travail bien en tête. Bon, en général, quand t'as écrit une thèse et que t'as bossé 100% dessus pendant 5 ans, 4-5 ans, tu sais ce qu'il y a dedans normalement et tu sais pourquoi tu l'as dit. Mais voilà, ça demande en fait tellement de concentration extrême que ça passe extrêmement vite. Et, voilà. Et c'est surtout ça. Et a posteriori, une grande sensation de flou parce que t'es tellement concentré pendant ce moment intense que a posteriori, tout ça paraît flou. Et l'autre jour, je suis retombée sur mes notes de soutenance pour préparer la publication de ma thèse, parce que je voulais regarder ce qu'ils avaient dit. J'étais genre, ah oui, machin, il a dit ça, j'avais oublié. Alors que des fois, c'était des trucs sympas en plus, parce que j'avais aussi noté des trucs sympas en me disant, un jour, j'aurais besoin de relire ça, ça me fera plaisir. Et j'avais oublié, y compris les trucs sympas. Donc c'est une grande impression de flou et d'hyper-concentration. Et ce qui est très étrange, c'est, alors quand on a des jurys sympas et des gros jurys, il y a une pause au milieu. Et la pause, donc on discute pas trop avec le jury parce qu'on a suffisamment l'occasion de le faire. On discute avec les gens qui sont dans la salle. Comme une soutenance est publique, moi il y avait des gens que je connaissais pas, et comme j'étais un peu... Il y avait beaucoup de gens dans la salle ? Ouais, il y avait pas mal de gens. Alors je saurais pas compter parce que comme j'étais de dos à la salle, et qu'il y a des gens qui sont entrés, sortis, en fait il y a des gens, je sais même pas si j'étais à ma soutenance ou pas. Et des fois je les croise, je dis, je sais même plus si t'étais là, voilà, c'est très bizarre. Ouais, t'as les gens du public dans ton dos, et face à toi t'as les membres du jury, donc pendant toute la soutenance. C'est ça. Et en plus, moi j'étais dans une salle de mon université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où c'est des grandes salles avec un gros décorum. La classe. Non, mais eux ils étaient sur une estrade et moi j'étais en bas, ça faisait vraiment une espèce de... c'est bizarre. Ça fait un peu tribunal, quoi. Bon, et t'as ton public derrière, donc en plus, si ça se passe mal ou si t'as une remarque, tu peux même pas chercher le regard de quelqu'un à qui te raccrocher. Donc c'est assez étrange. Et comme les gens vont et viennent parfois parce qu'ils restent pas tous 4h30, parce que c'est pénible, ce qu'on peut comprendre. Et donc voilà, donc à la pause, je suis allée voir des gens en disant, mais vous êtes qui ? Parce que j'étais une espèce de nuage, j'avais plus aucun filtre. Donc je suis vraiment allée voir des gens genre, t'es qui toi ? C'est très bizarre. Et voilà, donc une petite pause d'un quart d'heure où j'étais très fébrile et après on y retourne. Et voilà. Donc beaucoup de fébrilité et en même temps, c'était... Ça va. Et les délibérations, à la fin, ils ont dit quoi, le jury, sur ta thèse ? Enfin, qu'est-ce que tu as retenu comme élément particulier ? Alors, moi, on m'a dit, j'ai lu que Didier Lett avait fait vraiment des commentaires très élogieux sur ta thèse. En fait, ce qui est intéressant avec Didier Lett, c'est que déjà, je le connais depuis le master, et c'est vraiment lui, et c'était super de l'avoir comme président de mon jury, parce que c'est lui qui a lancé le champ de recherche. En France, c'est vraiment lui qui a travaillé, un des premiers à avoir travaillé sur ce champ-là. Sur les frères et sœurs, un des premiers à avoir montré plein de trucs sur l'histoire du genre au Moyen-Âge de manière générale. Oui, il était plutôt positif parce que je pense, je ne veux pas parler à sa place ou quoi que ce soit, mais c'est toujours sympa de voir des gens qui reprennent des trucs qu'on a fait et qui s'inscrivent dans des études qu'on a lancées, etc. Donc, c'était plutôt... Je ne sais pas exactement ce que j'en ai retenu, plutôt des choses... je n'ai pas mes notes en l'occurrence parce que c'est très flou, mais... Une fois que ce jury, t'as déclaré docteur en histoire médiévale. Comment tu t'es sentie à ce moment-là ? Alors, c'était extrêmement impressionnant parce que du coup, j'étais toujours dans cette grande salle avec un gros décorum dans lequel il y a une acoustique assez particulière et les gens qui sont dans le public derrière applaudissent et tout le monde est debout. Et en fait, les applaudissements ont duré déjà... j'ai l'impression qu'ils ont duré longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce qu'évidemment, on est tout fébrile. Et l'acoustique était extrêmement impressionnante et je me suis sentie vraiment...
C'était trop bizarre, en fait. J'ai eu l'impression vraiment d'un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Donc, c'était très fébrile. Enfin, il y a vraiment un truc un peu de rite de passage avec cette ambiance très bizarre. Et franchement, comment je me suis sentie, juste avoir envie de boire un coup. Voilà, globalement c'était ça. J'ai regardé mes potes qui étaient derrière, je me suis dit bon bah maintenant on va picoler. Bon, évidemment il y avait plein d'embrouilles, on avait posé tout le pot dans une salle à côté qui avait été fermée à clé par la fac avait fermé, c'était une galère. Et ma directrice me dit Justine, il faut que vous alliez vous occuper de ça. Et moi, je sais même pas où je sais même pas où c'est, je sais pas comment je m'appelle, comment vous voulez que je trouve où sont les clés du truc. J'ai fini par les trouver et en fait comme c'était un samedi, la fac fermait 45 minutes après la fin de ma soutenance. Donc le pot a été terriblement écourté, ce qui était une grande douleur, même si j'ai pu continuer à faire une soirée après avec mes copains. Quand même, c'est important. Surtout, un truc de décompression. Et après, pendant 3 jours, vraiment une espèce de petit nuage, parce que c'est super. Voilà. Et en même temps, une grosse redescente, parce que le lundi, j'avais des copies à corriger. Et mes copies, elles étaient toujours là, et c'était les mêmes que la semaine d'avant. C'est très symbolique, mais au fond, ça n'a pas changé ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et voilà, je continue à faire de la recherche, de l'enseignement, et les copies sont les mêmes. Alors justement, voilà, on a parlé de ta thèse là, mais pendant ta thèse, donc tu expliquais, tu avais le contrat doctoral avec des charges. Et comment ça s'est passé justement là ? Quels sont les différents postes que tu as eu donc de prof en fait ? Oui, des charges d'enseignement. Alors j'ai eu plusieurs cours. J'ai fait des cours en première année de licence. J'ai fait des TD, donc des travaux dirigés en première année de licence, sur Occident, Byzance, Islam, 10e, 12e siècle. Ça, j'ai fait ça mes 2 premières années. Et là, tu as été prof donc à 24 ans, devant des gens de 18 ans. Ouais. Ça devait être bien impressionnant. La première année, c'est bizarre. Et puis après, on se rend compte que dès qu'on est passé derrière le bureau, les étudiants, ils nous voient comme une madame. Même si... Non, mais c'est vrai. Pour eux, j'étais une madame. Même si, bien sûr, ils se rendent compte, évidemment, que c'est une madame un peu plus jeune que les autres madames. Mais il y a ce truc qui fait que dès qu'on est derrière le bureau, on est madame. Donc la distance... J'avais aussi un peu peur de ça au début parce que oui, j'avais pas eu de formation et 3 mois avant, je passais l'agrégation et là, donc j'étais étudiante sur les bancs de la fac et là, d'un coup, j'étais devant des étudiants. Donc c'était un peu... Donc t'as pas vraiment eu de formation de prof, en fait ? Non. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme j'ai passé l'agrégation et j'ai eu directement le contrat doctoral, j'ai pas fait mon stage dans le secondaire. Donc, j'ai pas eu de formation spécifique. Et à l'université, des formations d'enseignement existent. J'en ai eu une petite, mais c'était pas beaucoup. Et c'est incroyable, tu dis, comme tu l'as dit, certains profs qui sont au secondaire, au lycée, au collège ont des formations spécifiques. Là, tu as été prof d'université, effectivement, et hop, on t'a dit directement, vas-y, quoi. C'est ça, vas-y, il faut que tu leur apprennes ce que c'est que la société féodale et l'organisation de la société à Byzance. Alors moi, j'y connaissais rien. Et t'avais jamais donné de cours avant ? Non, j'avais fait du soutien scolaire bien avant, mais voilà, c'est quand même pas du tout la même chose. Mais c'est comme tout. Alors ma première année, mes premiers cours, je mettais des heures et des heures et des heures à les faire, et puis c'était beaucoup trop compliqué, ça allait pas du tout, c'était pas bien, hein, c'est normal. Comme beaucoup de métiers, on apprend sur le tas, hein, même si effectivement plus de formation ne serait pas tout à fait malvenue, mais voilà, on apprend sur le tas, et la 2e année c'était déjà mieux, et au fur et à mesure ça devient, du moins j'espère, ça devient un peu mieux au fur et à mesure. Et ça fait quoi en fait de faire des cours tout en faisant une thèse en même temps ? Ça dépend du nombre d'heures de cours que tu as, parce que là, ce que je disais, c'est quand j'étais doctorante contractuelle, c'est pas du tout comme le poste que j'ai actuellement. C'était 64 heures par an. C'est pas énorme, en fait. Ça représentait, ma première année, j'ai fait 6 heures de cours par semaine. Donc c'était une journée, parce que c'était sur une journée, pendant 3 mois. Donc c'est pas énorme, en fait. Ça reste léger, oui. C'est ça. Donc ça veut dire que j'avais 3 mois de cours avec des copies, des préparations de cours. Mais après, j'avais de janvier jusqu'à l'année d'après, je faisais ma thèse. Ça prend un peu de temps pendant 3 mois, mais c'est pas non plus insurmontable. Et voilà, ça demande de jongler un petit peu pendant ce semestre où on a cours entre la thèse et les cours, mais sinon ça va. Et en parlant de jongler, en fait, pendant ta thèse, tu as fait aussi plusieurs publications, tu as participé à des ouvrages, tu as fait des événements et tout ça. Là, comment tu faisais pour concilier la recherche pour ta thèse et toutes ces activités universitaires ? Les activités universitaires que j'ai faites sont toujours des choses qui étaient annexes à ma thèse. Oui, c'était lié. Oui, ce que j'ai écrit ou des communications que j'ai faites, c'était jamais des trucs qui étaient complètement à côté de ce que je faisais. Donc c'était pas non plus, c'était un travail qui permettait de faire les deux. En fait, finalement, c'était aussi intéressant de le faire parce que parfois, ça permet des retours. Et c'est tout l'intérêt de la science, c'est de discuter avec des autres gens qui vont te dire ah bah oui, telle hypothèse que tu as faite, par exemple je pouvais dire je vais aller faire une communication sur tel sujet, c'est un aspect que je voudrais creuser dans ma thèse mais je suis pas sûre de moi, je vais en discuter avec des gens qui vont me dire si ça marche ou si c'est parfaitement à côté de la plaque. L'idée c'est d'articuler un petit peu ces deux choses. Je sais que moi j'ai pas eu trop de problèmes à articuler. Alors encore une fois, j'ai commencé avant le confinement. Évidemment, les gens qui ont commencé en 2020, c'est plus difficile. Moins d'événements possibles. C'est ça, maintenant ça reprend, mais effectivement les colloques en 2020-2021 c'était compliqué. En fait ça s'est lancé assez tout seul. D'abord parce que une fois ma directrice de thèse m'a dit Justine, il y a un colloque à Lille, il faut que vous veniez. Vous venez, j'y suis allée. Ce qui permet de rencontrer les gens. J'ai aussi une très bonne directrice de thèse qui a fait
absolument tout ce qu'il fallait. Donc Je c'était profite très... pour dire que du coup, depuis 2017, j'ai reçu Geneviève C'est vrai. Bureau-Thierry dans ce podcast. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la seule invitée, je crois, que je vous vois. J'ai D'accord, tutoyé oui, tout bah, le c'est- monde. Je sais même pas si je l'ai dit. En fait, toi et moi, on a été dans la même master d'histoire. Enfin, j'ai fait un master d'histoire médiévale, mais toi, t'étais l'année au-dessus de moi. Tout à fait. Mais donc, j'avais eu Madame Geneviève Bureau-Thierry comme prof. Et j'avais pas réussi à la tutoyer. Ah oui, Je me suis dit, je peux pas, en plus dans son bureau et tout ça, mais ça fait drôle parce que voilà, on a parlé de toi dans cet épisode, et depuis. justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur ma soutenance, il y a un truc qui a changé le jour de ma soutenance. C'est juste après, ma directrice est venue me voir en disant: Bon, Justine, maintenant, il faut que vous arrêtiez de m'appeler madame, vous m'appelez Geneviève comme tout le monde. Oh. Et là, ça a demandé un effort de le faire, mais voilà, c'était aussi. Mais tu la vous vois encore quand Oui, même. je vous vois bien. Et aussi, d'ailleurs, en 2021, tu as organisé un colloque, tu as même eu Oui. une bourse pour organiser un colloque, c'était sur dominer les natures, naturaliser les dominations. Comment ça se passe pour organiser un colloque? Est-ce que tu peux nous donner un peu un bien aperçu? À la base, ça part d'avec un ami, Hugo Vidon, que tu avais reçu pour un Dans des épisodes de Super Joute Royale, Oui, dans Super Jeux de Royal. avec qui on est dans le même labo et on s'entend bien, et on s'est dit, ce serait bien si on organisait un truc ensemble. Et lui, il travaille plutôt sur de l'histoire environnementale, au Moyen-Âge, et moi, je travaille plutôt sur le genre, et on s'est dit, quel sujet permet de croiser nos dynamiques, nos documents, etc. Et on a fini par aboutir là-dessus. Et pour demander, en fait, on a eu une bourse, effectivement, mais qui est une bourse annuelle de notre université, qui est censée être entre plusieurs laboratoires. Donc, on a cherché quelqu'un dans un autre laboratoire. Et c'est comme ça qu'on a recruté Jonas Matron, qui est contemporanéiste. À partir de ça, on a fait un peu sur le tas. Parce que c'est pareil, il n'y a pas de formation à l'enseignement, mais il n'y a pas non plus de formation à la recherche. Et on ne savait pas faire. Du coup, on a appris. J'ai envoyé des questions bêtes à ma directrice de thèse en disant à quoi ça sert tel truc, pourquoi il faut un comité scientifique, enfin des questions bêtes. Et du coup, pareil, on a appris un peu sur le tas. On a dit, on va faire un appel à communication comme les appels à communication qu'on a lus, et qu'est-ce que nous, on veut faire, en se disant aussi que on allait faire notre truc à nous. On n'allait pas forcément faire comme tout le monde, qu'on voulait tester des nouveaux trucs et que c'était l'occasion de le faire. Donc on a fait notre appel à communication tous les trois, on a lancé l'appel à communication et on a eu la bourse qui était une grosse bourse, donc qui nous a permis de faire plein de trucs, de faire venir plein de gens. Ça sert à payer à manger aux gens, à payer leur hôtel. Quand on fait venir des gens, alors soit ils sont payés par l'organisme auquel ils appartiennent, soit ils sont payés par la personne qui organise le colloque. Ça c'est quand tout se passe bien. Il arrive aussi, notamment pour les doctorants, que ce soit et les jeunes docteurs sans poste, que ce soit eux qui doivent payer une partie de leurs frais, ce qui est toujours très compliqué parce que en général on n'a pas des salaires mirobolants. Donc voilà, là on tenait vraiment à avoir cette bourse pour pouvoir financer un peu tout le monde et on a pu faire des super trucs. En plus, pendant ces recherches, donc tu as été à l'université, mais tu étais aussi dans le podcast, on le disait. On a fait ensemble les Super Joutes Royales. Là aussi, on a fait cette grande aventure ensemble. C'est ça, je suis un souvent jour. venue en fait. Mais oui, en fait, t'es souvent là. On avait fait le premier live C'est d'anniversaire vrai. du podcast. Donc, pendant ta thèse, tu as continué à faire pas mal de vulgarisation. C'est quoi justement ton rapport à ça, à comment parler d'histoire avec le grand public ? Je pense que c'est important parce que quand on est chercheur, on s'adresse principalement à des chercheurs dans nos publications, à des étudiants. Donc déjà, faire cours à des étudiants, c'est une première forme en quelque sorte de vulgarisation parce qu'on ne dit pas la même chose à des chercheurs, puis on ne dit pas la même chose à des étudiants de première année de licence ou à des étudiants de master. Voilà, donc ça demande d'adapter son discours, ce qui est logique. Je pense que la vulgarisation, c'est quelque chose d'important parce que ça sert à rien de faire de la recherche si c'est pour que la recherche, elle reste à l'université et qu'elle n'en sorte pas. Enfin, moi, je pense que c'est important, mais souvent, c'est des trucs que je fais parce qu'on m'a sollicité par-ci, par-là, mais j'ai pas forcément... Enfin, je sais pas forcément, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne sais pas faire comment aller parler au grand public et comment rendre forcément les sujets accessibles, parce que des fois, il y a des trucs qui pour moi sont évidents et qui en fait ne le sont pas du tout, et c'est normal. Donc voilà, j'essaye de le faire au maximum quand je suis sollicitée pour ça, mais j'ai pas de démarche particulière. Sur Twitter, en fait, parfois, tu fais des petits fils. Enfin, tout à l'heure, on parlait des threads, donc les petits fils de tweets pour expliquer, par exemple, un cas spécifique de tes recherches. Donc, tu fais quand même cet effort, toi, toute seule, en fait, de vulgarisation. Oui, je l'ai fait à une période et puis je l'ai moins fait après parce que j'avais moins de temps et aussi parce qu'il y a des mecs qui sont venus m'expliquer mon sujet de thèse qui m'a un peu gonflé parce que il y a toujours des mecs qui viennent t'expliquer ton sujet de thèse et qui le savent forcément mieux que toi, donc c'est un peu pénible. Donc je l'ai moins fait pour plein de raisons, mais voilà, donc oui, je suis attachée à ça, mais j'ai pas spécialement de réponse spécifique. Je dis que c'est important, mais j'ai pas non plus une démarche incroyable vers ce genre de choses. Et est-ce que ton regard sur le Moyen-Âge a changé ? Est-ce que tu as découvert des choses peut-être qui ont changé ton regard ou est-ce que tu as appris à aimer des choses où tu te dis « Oh non, voilà, ça, j'aime pas du tout ». Alors, j'ai appris pas forcément à aimer des choses, mais à m'intéresser à des choses auxquelles je ne me serais pas intéressée, notamment des choses qui relèvent de l'histoire économique, de l'histoire du patrimoine, de démarches comme ça qui sont... Alors, c'est très intéressant et c'est très important, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, je suis plutôt du côté de l'histoire des mentalités, des pratiques sociales, et j'avoue que quand on échange des terres entre frères ou qu'on échange avec le monastère, en général, j'y comprends rien. Donc j'ai fait vraiment l'effort parce que j'ai au moins 2 chapitres de ma thèse qui parlent de ça. Donc j'ai découvert ça, ça m'a obligée à lire des trucs sur ce sujet et à reconsidérer
aussi la place de thèmes que je ne connaissais pas ou auxquels j'avais un peu peur de m'intéresser, parce que c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans mon sujet de thèse, c'est que c'était un sujet qui permettait de brasser à peu près tout. J'avais des études sur l'enfance, sur la mort, sur les émotions, sur la gestion du patrimoine, sur le pouvoir, sur l'église. Enfin, ça permettait de brasser un peu tout, et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Et ça m'a permis de me forcer à m'intéresser à des choses comme ça. Ensuite, je pense que ça a aussi affiné ma connaissance du Moyen-Âge, tout en faisant relativiser ce que j'en savais. Parce que j'ai l'impression, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte plusieurs fois, quand je suis sortie de licence, j'avais l'impression de tout savoir sur l'histoire. Et c'était trop bien, j'avais plein de connaissances, et voilà. Et plus j'ai avancé ensuite en faisant de la recherche, et plus je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose, et qu'il restait encore des mondes et des mondes à découvrir. Et je me suis rendu compte qu'en affinant ma connaissance du Moyen-Âge, il y avait aussi toujours cette manière cette espèce de frustration de genre, on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est, on ne saura jamais si peut-être que tout ce que je décris, c'est parfaitement pas faux, mais que ça ne correspond pas aux réalités sociales, etc. Donc ça apprend, oui, effectivement, à considérer les sociétés qu'on étudie de manière différente. Je pense que c'est en ça que ça a changé ma vision sur le Moyen-Âge. Ça m'a permis d'élargir aussi parce que j'avais travaillé, ce que tu disais, en Master 2, surtout sur une petite période, là, d'élargir un petit peu, d'aller voir un petit peu ce qui se passe bien avant, un petit peu après. Ça m'a permis de préciser quelle thématique j'aimais bien, et de voir aussi une grosse rupture avec la fin du Moyen-Âge, parce que j'ai j'ai plusieurs fois enseigné sur la fin du Moyen-Âge, et de voir à quel point le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, c'est pas la même chose. C'est logique, mais à quel point finalement c'est pas la même société. Ça permet aussi d'affiner ce genre de vision. Voilà. Évidemment, c'est logique, mais on le voit mieux quand on connaît mieux une période. Ça me permet de placer, parce que des fois j'enregistre les podcasts tellement à l'avance que là on enregistre vraiment quelques semaines avant l'apparition de cet épisode, et il y a une étude en fait qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, sur une estimation comme quoi en fait on aurait perdu, alors il me semble c'est environ 90% des manuscrits du Moyen-Âge. C'est vraiment une estimation en fait, plutôt en fait, très statistique qui a été faite à partir de ce qu'on a retrouvé et tout ça. Et c'est vrai que de penser ça, qu'il nous reste tellement peu de choses et qu'effectivement on fait des hypothèses à partir de peu de choses, c'est vertigineux. Bah oui, bien sûr. Et alors, dans ma période, c'est encore pire parce que oui, on a quand même moins de sources que la fin du Moyen-Âge, il faut bien le reconnaître. Et notamment, pour la période que j'étudie, on ne peut étudier quasiment que l'aristocratie. On ne peut pas étudier les classes sociales inférieures parce qu'on a quelques infos sur elles, mais on n'a quasiment rien. Et le fait de se dire qu'en fait, l'aristocratie que j'étudie, c'est 5% de la population. Alors, parfois, on va un peu plus bas dans des chartes précises, donc dans des transactions. Il y a quand même des gens qui sont pas des grands aristocrates, qui sont plutôt des notables locaux, des gens un petit peu... les gens connus du coin, quoi. Mais ça veut dire que quand même, au moins 90% de la population... nous échappe. Et ça, c'est vertigineux aussi de se dire qu'en fait, on a accès pour cette période qu'aux classes dominantes et pas au reste de la société. Pendant toutes tes recherches, est-ce que tu as eu des doudous, en fait, des œuvres dont tu te sens proche, que tu aimes et que tu pourrais peut-être conseiller aux auditeurs, auditrices, donc soit films, séries, des livres ou alors même des jeux vidéo? Vaste question, parce que pour le début du Moyen-Âge, il y a 2 séries qui tournent. Il y a Vikings, voilà, et là, ils ont fait un spin-off sur Netflix. Où quand on est médiéviste, on se dit au début de la première saison, c'est pas mal. Et puis après, ils n'ont rien compris, ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc, je pense que c'est à conseiller, toujours. Mais je sais pas si j'aurais vraiment quelque chose à conseiller parce que je suis forcément insupportable sur les œuvres qui parlent de ma période parce que je vois le moindre détail qui ne va pas. Et des fois, c'est des trucs dont, objectivement, on s'en fout. C'est pas grave si c'est pas comme ça s'est passé en vrai, mais moi ça m'énerve parce que je suis insupportable. Mais sinon, The Last Kingdom, à part la saison 4 où ils ont fait n'importe quoi, les premières saisons sont pas mal et je trouve qu'elles rendent bien à la fois l'aspect historique, la chronologie est plutôt bien respectée, tout ça, et aussi l'ambiance qu'on pouvait avoir du début du Moyen-Âge. Et je trouve que ça rend bien l'ambiance, alors pas forcément de la société, parce que dans la saison 4 notamment, ils font n'importe quoi sur les relations sociales. Enfin, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est les reconstitutions archéologiques, parce qu'on voit très bien que les armées qui se battent au début du Moyen-Âge, elles sont ridiculement petites. Il y a 50 pélos de chaque côté. Voilà. On voit très bien cette ambiance. On voit très bien aussi que les palais, en fait, c'est des trucs en bois et c'est pas des trucs grandiloquents. C'est pas Versailles, clairement. Et je trouvais que ça rendait bien cette ambiance, en fait, du fait que le Moyen-Âge, notamment le début du Moyen-Âge, c'était pas des gros châteaux en pierre et des armées de milliers de chevaliers. Donc, en vrai, je conseillerais bien plutôt pour l'ambiance. Et puis, l'histoire est pas si mal, même si c'est assez classique comme histoire. Et alors là, donc, on a parlé du master, de l'agrégation, de la thèse. Maintenant, en fait, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je pense qu'on peut souhaiter à tous les gens qui veulent faire de la recherche en France et où là encore c'est un gros problème de pénurie de postes, un poste fixe, parce que c'est pénible de changer de poste régulièrement. Là, cette année, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Besançon, à l'université de Franche-Comté, tout en habitant à Paris, ce qui fait des allers-retours un petit peu compliqués. Que l'année prochaine, je ne sais pas où je serai. Et en fait, là, tu as un statut, donc ce statut d'ATER que tu as expliqué,
où chaque année tu peux être déplacé, où il n'y a pas vraiment de règles, ou alors tu tombes un jour sur un poste où tu restes à terre? Quand tu es à terre, en fait, il y a une limite de temps. Alors, quand tu es fonctionnaire de catégorie A, donc quand tu as un concours d'enseignement, souvent c'est ça, c'est 3 ans renouvelables une fois. Donc, c'est 4 ans maximum, enfin 3 contrats d'1 an renouvelables une fois. Donc, c'est 4 ans maximum. Donc là, c'est ma première année. Donc, c'est assez limité dans le temps parce que c'est censé être temporaire, comme l'indique le T dans le. Voilà. Et donc, là, tu candidates. Là où il y a des postes en France, ça passe par une plateforme centralisée et tu candidates dans les facs avec, tu as des fiches de poste ou pas d'ailleurs. Donc là, j'avais été recrutée à l'université de Besançon sur un poste où j'ai fait plein de cours différents. Alors là, je suis en train de faire cette campagne d'ATER pour l'année prochaine, donc j'ai postulé dans plein de postes, voilà, donc là j'étais à Besançon, peut-être l'année prochaine je serai à Lorient, enfin voilà, ou à Lille ou à Marseille, enfin ça peut être, parce que je choisis aussi de postuler loin, j'aurais pu postuler qu'à Paris, mais bon, c'est pas forcément assez de postes pour tout le monde à Paris. Donc ça, c'est la première chose, je fais d'abord ça. Et ensuite, après ma thèse, j'ai demandé c'est ce qu'on appelle la qualification CNU. Le CNU, c'est le Conseil national des universités, qui a, entre autres attributions, lit les thèses des gens qui ont soutenu dans l'année précédente. Il y a une deadline chaque année au même moment, à peu près au 15 décembre, et qui entérine si oui ou non la personne qui a soutenu sa thèse peut candidater aux fonctions de maître de conférence. C'est quoi la différence avec un simple poste d'ATER ? Alors, le poste de maître de conférence a cet avantage incroyable qu'il est un poste fixe et un poste de fonctionnaire titulaire. Donc un CDI en fait. Ouais, voilà, mais dans la fonction publique, donc voilà. Mais donc c'est un poste de fonctionnaire titulaire, ce qui évite d'être baladé d'une fac à l'autre. Et ce qui est l'espèce de Graal, la difficulté étant que il y a extrêmement peu de postes parce que les universités sont dans des optiques de réduction des coûts, parce que le gouvernement n'aligne pas forcément l'argent, même pas du tout l'argent, et parce qu'ils s'amusent avec des nouvelles lois à ouvrir des postes de plus en plus précaires et à ouvrir de plus en plus de postes courts et de moins en moins de postes pérennes. Donc moins bien payés, tout ça. Moins bien payés, et puis surtout, en fait, si c'est pour faire 3 ans dans une université, 3 ans ailleurs, 1 an ailleurs, 3 ans à l'étranger, au bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir une vie, quand on approche la trentaine et qu'on oui, un peu plus stable, quoi. Ouais, voilà, d'être un peu plus stable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut plus bouger du tout, mais qu'à un moment, c'est bien aussi de savoir ce qu'on va faire dans sa vie et avoir un petit peu de stabilité. Et du coup, voilà, donc moi, j'ai passé cette qualification, je l'ai eue. Ouais, bah bravo. Voilà, c'était cette qualification qui permet ensuite de candidater à des postes de maître de conférence. Donc là, je suis en train de faire à la fois la campagne pour les postes d'ATER et la campagne pour les postes de maître de conférence. Donc t'as peu de certitude en fait. Oui, c'est ça. Là, je sais pas ce que je vais faire à la rentrée. Plein d'options possibles et ça va dépendre de où on veut bien me recruter globalement. Donc c'est un peu une difficulté forcément et ça n'aide pas à se projeter à la fois dans sa vie perso, ça c'est une chose, et dans sa vie professionnelle, dans ses projets de recherche. Voilà, ça aide pas forcément à avoir des choses bien, et notamment le fait que si on change de fac, ça veut dire refaire tous ses cours à zéro chaque année. Donc c'est aussi énormément de travail et qui empêche d'avoir une vie correcte et de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Alors j'imagine, vu qu'il y a peu de postes et beaucoup de gens qui candidatent, il y a plein de gens qui abandonnent le monde de la recherche. Bien sûr. Toi, pourquoi est-ce que tu t'accroches en particulier ? Déjà parce que je viens de soutenir ma thèse et que je suis pas encore au désespoir et que, comme je l'ai dit jusque-là, j'ai eu aussi énormément de chance jusque-là. Je suis moins désespérée du fait d'avoir eu cette chance parce que j'ai eu des conditions qui jusque-là étaient quand même vraiment bonnes. Enfin voilà, il faut le dire aussi. Donc c'est déjà un privilège qui permet forcément de se projeter plus facilement que quand on a plus d'optimisme pour l'instant. Je n'irai pas jusqu'à dire de l'optimisme. Faut peut-être pas pousser non plus. Disons que je suis moins désespérée que d'autres personnes qui ont plus galéré. Parce que j'ai eu ce parcours assez facile et assez... voilà. Et pour l'instant, parce que voilà, je viens d'avoir ma qualification, je vais faire ma première campagne, donc j'ai pas encore été recalée à plein de campagnes de suite, ce qui arrive aussi et ce qui décourage beaucoup, parce que déjà c'est pénible, parce qu'on sait jamais ce qu'on va faire ensuite, et ensuite en termes d'ego aussi, de se faire recaler tout le temps, c'est jamais... Enfin, pas d'ego, mais de confiance... Non, mais de confiance en soi, plutôt pas... voilà. Ouais. Voilà, c'est aussi des choses, j'imagine, compliquées, je vais découvrir ça très bientôt. Voilà, je pense que ça viendra après, mais il y a toujours cette question, et je pense que c'est une question qu'on se pose malheureusement toutes et tous, qui vient encore une fois du manque de postes, il faut le redire quand même, de à quel moment j'arrête les frais, à quel moment je me dis franchement ça vaut plus la peine. La question c'est aussi la question de la qualification, puisque la qualification CNU dont je parlais, elle dure 4 ans, enfin 4-5 ans. C'est même pas à long terme. Non, c'est pas à long terme. Mais c'est l'arnaque. Bah oui, mais c'est pour justifier en fait, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise justification, peu importe, pour justifier de continuer à avoir un parcours d'enseignement et de recherche, parce que ça qualifie aux fonctions de maître de conférence, donc aux fonctions d'enseignant-chercheur, donc il faut justifier d'avoir continué à faire de la recherche et de l'enseignement. Beaucoup de gens se disent, au bout de tant de qualifications, j'arrête. Mais à quel moment on se dit ça dans sa vie, je sais pas, je verrai probablement bientôt, mais c'est forcément une question. Enfin, on est obligé à un moment, et c'est
triste, parce que moi, c'est le métier que j'aime et c'est le métier que je voudrais faire, de réfléchir à un plan B, parce que des postes, il n'y en a pas, et parce que de l'argent, il n'y en a pas, et parce que des postes nuls, il y en a, mais qu'on est des centaines pour un poste nul. Donc, par poste nul, j'entends des postes non pérennes, des postes de chair junior qui viennent d'ouvrir dans la dernière loi, enfin des trucs dont on ne veut pas, mais qu'on nous donne, et qu'à la fin, on prend parce qu'on n'a rien d'autre, donc voilà. Et tu disais aussi que tu vas préparer la publication de ta thèse. Ah oui, ça aussi. C'est vrai, non, j'ai un peu commencé, et puis après, ça m'a un peu refroidi, parce que j'avais fini ma thèse, et là, on me dit « Ah, mais en fait, il faut réécrire plein de trucs pour publier. » Et là, ah non, mais pitié, quoi, ça va, c'est... Au bout de quelques semaines, je m'y suis remise, voilà, là aussi, grâce à ma directrice, qui n'est plus officiellement ma directrice, mais qui continue à me suivre, parce que c'est une personne merveilleuse, qui continue à me suivre et à m'encourager et à m'expliquer des trucs que je sais pas faire. Notamment comment publier un bouquin, parce que je ne sais pas faire, et qui a fait en sorte de m'expliquer comment ça se passait, et voilà, parce que, bon, là aussi, c'est une norme qui n'est pas forcément toujours... c'est une norme, donc comme toutes les normes, elles sont critiquables. Voilà. En histoire médiévale, on aime bien quand la thèse devient un livre après. Donc voilà, je suis en train de préparer ça, et la difficulté, c'est... Pourtant, j'ai fait une thèse relativement courte par rapport aux normes... Combien de pages environ ? 500 pages de texte, 515. Non mais c'est pas mal, mais ouais, en fait... c'est pas mal, non mais bien sûr, mais finalement, c'est 4 ans de boulot qui donnent lieu à 500 pages, plus des pages d'annexes, après il y a la biblio, il y a des images, il y a des schémas, machin, bref. Il y a des gens qui font des thèses beaucoup plus longues, et il y a des thèses qui font 2 ou 3 fois ça, c'est énorme. Je sais pas comment font les gens pour écrire pendant si longtemps, parce que moi ça m'a déjà saoulé, donc voilà. Et donc là, voilà, c'est pas si gros en termes de format pour une thèse d'histoire médiévale, mais c'est trop gros pour une publication. Donc là, il faut que j'enlève quelque chose comme un tiers de mon texte. Ouais, donc alors après, il y a des choses qui sautent facilement. Le format, par exemple, des notes de bas de page, d'un truc où j'envisage de publier, n'est pas le même que j'ai adopté pour ma thèse. Et du coup, en fait, c'est un format beaucoup plus court, donc ça m'a permis déjà de virer vraiment genre 100 000 ou 200 000 signes, enfin voilà. Mais donc, du coup, j'ai fait ce premier décrassage où j'ai enlevé tout ce qui pouvait s'enlever facilement. Et là, il me reste encore énormément de trucs à enlever. Et donc, j'ai fait cette première relecture. J'ai dit après, genre, non, pas tout de suite. Je laisse ça un mois. Je m'y remettrai après parce que c'est vraiment réécrire sa thèse. Et c'est bon, j'en ai marre de ma thèse, en fait. Bon, alors, tu as beaucoup parlé des difficultés, tout ça, même si aussi des choses positives. Mais quel bilan est-ce que tu tires de ta thèse du point de vue personnel ? Déjà, du point de vue personnel, c'est toujours, je pense, une fierté de se dire hey, j'ai réussi à faire ça alors que c'était quand même... pas facile et j'ai réussi, donc ça c'est toujours un peu cool. Et en plus dire j'ai réussi et ça s'est bien passé et tout ça, donc ça c'est pas mal. En plus c'est pas fini, peut-être ça va devenir un livre. Là, ma maman elle va être si fière si je fais un livre avec ma thèse. Enfin, non mais il y a ça aussi, il y a le côté réussite un peu personnel. Et aussi en vrai je trouve que j'ai effectivement insisté sur ce qui va pas parce que c'est difficile d'être optimiste quand on fait de la recherche en France, mais en termes purement personnels c'est aussi je trouve un vrai épanouissement. Enfin moi j'adore faire de la recherche parce que j'ai vraiment l'impression, quand je lis des textes en latin et qu'après j'essaye de construire des trucs, j'ai l'impression de faire une espèce de grande enquête. Et il y a un côté presque ludique. C'est un peu abusé parce que ça reste mon travail et c'est pas non plus un jeu, mais il y a un côté presque ludique à se dire je vais chercher la source et je vais essayer de construire une théorie à partir d'un truc que j'ai vu dans une source et essayer de comprendre cette phrase que je ne comprends absolument pas parce que tel auteur écrit comme un sagouin et qu'il connaît et qui fait des fautes de latin et moi ça m'énerve. C'est aussi je trouve... On parle pas assez des fautes de latin du Homo Moyen-Âge. Non, c'est pas des fautes, c'est l'évolution de la langue qui est comme telle, mais quand on a appris la langue latine au collège, au lycée, sur du Cicéron, on se dit mais ils savent pas écrire latin. Non, c'est juste que leur latin il est différent. Et il y a aussi une vraie, moi je trouve un vrai côté intellectuel super satisfaisant en fait. Un plaisir. Ouais, voilà, un vrai plaisir intellectuel. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans la recherche et dans le fait d'être à la fois enseignante et chercheuse, voilà, on fait plein de trucs différents. Alors parfois on s'éparpille un peu, mais c'est aussi super intéressant parce qu'il y a plein de tâches différentes. C'est ne serait-ce que dans le passage de la thèse, il y a la recherche des sources, la lecture, voire la traduction parfois de sources, l'analyse des données, la compilation des données. Est-ce que tu fais une base de données, des tableaux Excel, enfin comment tu rentres tes données, tes informations, et l'écriture. Donc déjà rien que dans la thèse en tant que telle, il y a plein d'étapes différentes qui sont plus ou moins intéressantes en fonction de ce qu'on aime ou pas, hein, mais qui du coup sont différentes dans les communications, dans l'enseignement, c'est énormément de tâches différentes que je trouve toutes assez satisfaisantes intellectuellement et qui permettent on s'ennuie jamais en tout cas, ça c'est sûr, on a toujours trop de boulot et trop de choses à trouver, mais c'est aussi satisfaisant d'avoir autant de choses intellectuelles à faire et c'est chouette. Bon alors Justine, on va finir ce podcast par une tradition que j'avais instaurée dans le premier épisode et qu'en fait j'ai gardée parce que ça marche bien. En 2017, je te demandais quels conseils tu donnerais à des jeunes chercheurs et chercheuses qui voudraient travailler sur l'histoire médiévale. Alors, tu avais répondu « Faites du latin », tu avais dit « Soyez passionnés » parce que c'est pas forcément gratifiant. Finalement, là, tu dis que oui. Mais faites-le parce que c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu donnerais les mêmes conseils ou est-ce que tu en donnerais d'autres ?
Je garderai mon conseil de faire du latin, mais ça, c'est... Voilà, c'est... oui, du latin ou de l'ancien français, si on travaille sur la fin du Moyen-Âge, hein, je suis pas bornée. Ou du vieil anglais, parce que j'ai travaillé sur des sources aussi en vieil anglais, mais... Oh là là, c'est Ouais, difficile, ça. Oui, bon, après, il n'y a pas grand-chose en vieil anglais, donc voilà. Mais travailler des langues, oui, c'est toujours bien, mais ça reste un conseil très bateau, voilà. Je pense que dans la description que j'ai donnée ensuite, soyez passionnés, machin, j'étais très optimiste, comme peut l'être quelqu'un à la fin d'un master, et comme l'est moins quelqu'un en fin de thèse qui a été confronté plus aux difficultés d'université, dont j'ai plus parlé que quand j'étais en master, parce que j'en avais pas conscience. Si, peut-être un truc que je voyais pas du tout en master, parce que j'étais vraiment étudiante, et que c'est pas la même chose de faire des études ou de faire son métier. Aussi de garder en tête qu'une thèse ou de la recherche, c'est un métier... Alors ça aussi, souvent quand on fait ça, c'est aussi des métiers passion, hein, donc là, mais que c'est aussi un travail, un métier, et que... Parfois, il faut aussi s'en détacher un petit peu pour ne... Alors, je sais que c'est très compliqué, hein. Parfois, c'est compliqué quand on a des deadlines ou notamment pour les gens qui ont un autre travail à côté, d'accorder des vacances ou des choses comme ça. C'est toujours très, très compliqué, évidemment. Donc, je ne veux pas donner d'injonction ou quoi, mais je sais que moi, à un moment, je me suis un peu trop perdue là-dedans et ça m'a fait du bien aussi, des fois, de dire « mais je lâche ma thèse ». Je vais faire autre chose, je pars en week-end. Donc voilà, de garder aussi, c'est vachement moins optimiste que ce que j'ai pu te dire il y a 5 ans, hein, c'est clair, mais de pouvoir garder un peu aussi parfois une distance et de se dire, bah oui, c'est chouette et c'est une passion, mais c'est aussi un travail et de considérer aussi parfois comme un travail et de dédramatiser certaines choses qu'on peut voir. Voilà. Bah, merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi. Je suis tellement contente qu'on ait fait cet épisode, vraiment. Je me suis dit, effectivement, toi et moi, on a fait beaucoup de choses. Passion médiéviste était juste une idée comme ça, il y a 5 ans, où je t'avais dit... allez, viens. Tu savais pas ce que tu faisais. J'avais pas le même matériel. J'étais pas le même appart. Ah, et puis moi, j'étais entre mes écrits et mes oraux. Donc, j'étais alors, ouais, je vais parler d'autre chose que de la grecque. Donc, franchement, c'est cool. Ouais. Et qui pensait vraiment. Et là, je ne peux que te remercier de m'avoir fait confiance. Parce que le premier épisode qu'on a fait ensemble, à l'heure où on enregistre ce podcast, a dépassé les 22 000 écoutes. C'est terrifiant. Mais non, mais tu sais que maintenant, à chaque fois que je vais dans une nouvelle classe, il y a toujours 1 ou 2 étudiants qui viennent me dire à la fin, mais madame, c'est vous dans Passion médiéviste? Mais non. Alors, mais si, mais à chaque fois, déjà parce que j'ai le sticker sur mon entier, donc il y en a toujours qui viennent me dire soit vous l'avez eu où, soit mais c'est vous là-dedans. Et j'étais alors, à ton avis, il y a un sticker avec le nom du truc et je m'appelle Justine Audebrandt comme la personne qui s'appelle Justine Audebrandt dans le premier épisode. Voilà. Mais c'est toujours un peu rigolo parce que ils viennent toujours me dire et des fois ils disent c'est vachement bien et tout ça. Oh. Et à chaque fois j'essaye de te dire parce qu'il y a souvent des étudiants qui me font des retours là-dessus et c'est assez rigolo. Mais c'est ça, moi j'aurais jamais imaginé à cette époque-là. Alors déjà que maintenant, c'est mon métier à mi-temps. Voilà, de faire ce podcast. J'ai été invitée dans des colloques. Ça m'a ouvert tellement de portes. Je suis un peu émue, mais parce que vraiment... c'est en fait, là, alors au moment où j'enregistre ce podcast-là, dans 1 mois, j'ai 30 ans. Et en fait, de se dire, 5 ans, c'est 1/6 de ma vie. Oula, non, mais attends. Non, mais moi aussi, du coup, et du coup, ça. Mais c'est en fait, ce podcast, vraiment, ça m'a accompagnée. Quand je l'ai lancé au début, j'avais un boulot à temps plein, c'était vraiment un hobby. Au fur et à mesure, c'est vraiment devenu quelque chose. C'est devenu plus qu'un projet, c'est devenu, voilà, une part de mon activité. Et vraiment, je remercierai jamais assez les personnes qui me donnent de l'argent pour que je puisse continuer à faire ce podcast, pour que j'y consacre de plus en plus de temps. J'ai fait des rencontres incroyables avec ce podcast. J'ai voyagé. Enfin bon, voyager, je ne suis pas allée hors de France, mais bien quoique bientôt peut-être. J'ai fait plein de choses et ça continue et c'est vraiment incroyable. Tout cumulé, les écoutes des épisodes, j'ai dépassé le 1 million. Je crois que je suis pas loin du 1,5 million. Tout cumulé. Beaucoup, hein. Toi, donc voilà, 22 000, sans compter les super joutes royales. Oui, aussi. T'es la personne la plus écoutée dans ce podcast, à part moi. Voilà, dit comme ça, c'est assez terrifiant, mais... Et voilà, j'aurais jamais imaginé que des profs utilisent ce podcast dans leurs cours pour... Moi, je le conseille à mes étudiants. Hein. Je leur conseille toujours plein de podcasts et de choses pour faire de l'histoire de manière un peu moins chiante que dans mes cours, parce que des fois, c'est chiant, il faut le dire. Et voilà, et je leur mets souvent le podcast parce que c'est chouette, en fait, ça permet de faire des choses autrement. Oui, ça aide les étudiants et même, vraiment, ça aide des profs, je sais, en collège ou en lycée, qui sont pas médiévistes à la base, donc quand ils doivent enseigner le Moyen-Âge, ils connaissent pas trop, ils écoutent ça. Et vraiment, des fois, je me dis... Avec le recul, oh là là, mais j'aurais dû mieux faire certains trucs. Si j'avais su que le podcast prendrait de telles dimensions, peut-être que j'aurais fait un peu mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas... Tu sais que moi, je vais me dire pareil, là, jusqu'à ce que tu sortes l'épisode, je vais me dire, j'aurais jamais dû dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de qu'est-ce que j'ai dit? Et peut-être c'était pas bien, voilà. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, les auditeurs. Mais non, mais voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, donc on verra, est-ce qu'on fera un épisode les 10 ans de Passion médiéviste? Oh là là, mais où s'en a, s'il te plaît, ne nous vieillis pas, ça va, non, c'est déjà assez... Mais c'est génial. Et voilà, où on en sera dans 5 ans. Vraiment, j'aurais jamais imaginé être là
5 ans plus tard. Donc vraiment, merci Justine, parce que tu Bah, es merci vraiment à toi une encore. grande actrice de tout ce succès. Voilà, on te retrouvera bientôt dans les épisodes, on te retrouve sur Twitter. Il y aura un article qui accompagne cet épisode où on mettra plein de choses, de conseils de lecture. Quand ta thèse sera disponible, quand elle pourra être lue par tout le monde. C'est pas tout de suite, hein. Oui, mais quand elle le sera, voilà, je le mettrai en ligne. Et j'ai pas envie de finir cet épisode, on est bien là. Il est un peu plus long que les autres. C'est ça aussi, enfin, l'épisode qu'on a fait ensemble, le premier durait 15 minutes. Maintenant, Ah ouais, c'était si court que ça. mais oui, mais parce qu'au début, je voulais faire court parce que j'avais peur de pas assez tenir en termes de charge de travail. Maintenant, je me laisse plus aucune limite. Si un épisode fait 1h30, fait 1h30, là, il fera un peu moins, je pense. Et en tout cas, auditeurs, auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Justine, l'épisode 1, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même si, voilà, soyez indulgents. À l'époque, le matériel n'était pas le même. Je faisais pas le montage de la même façon. Voilà, on était encore jeunes, c'est ça. J'étais jeune et innocente sur la recherche. Et n'hésitez pas bien sûr à écouter les autres podcasts, parce que depuis, voilà, je fais encore d'autres podcasts sur l'histoire. Je fais Passion moderniste sur l'époque moderne. Oui, voilà, j'ai été jugée pour ça, mais voilà, je suis allée faire des interviews de modernistes et aussi... Il y en a des biens, hein. Oui, il y en a des biens. Je suis aussi allée faire des interviews dans Passion Antiquité avec un S à Antiquité pour découvrir encore une autre période historique. Et j'espère qu'avec ce podcast, vous voyez le Moyen-Âge toujours d'une nouvelle façon. Vous découvrez plein d'autres angles, vous intéressez au Moyen-Âge. Et si c'est le cas, j'en suis heureuse. Ça veut dire que j'ai réussi à faire ce que je voulais avec Passion médiéviste. Et donc, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Salut.